Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Le Sort, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séquence inscrite dans la concertation et ce dispositif de concertation consacré au pôle d'écologie urbaine. Nouvelle séquence et nouvelle table ronde. Le 25 octobre dernier, c'était il y a 2 semaines tout juste, on se retrouvait pour une première table ronde autour de la question du cycle de l'eau et de la gestion des déchets, évidemment très lié à ce projet de pôle d'écologie urbaine dont il est question d'ailleurs depuis le 25 septembre. On avait le plaisir de se retrouver ici pour la réunion de lancement. L'ensemble donc de ce dispositif de concertation, ce sont des réunions publiques, des réunions riverains également pour informer celles et ceux qui sont directement concernés par ce projet. Et puis un ensemble de tables rondes, je le disais le 25 octobre, autour de la question de la gestion des déchets, du cycle de l'eau. Dans une semaine, il sera question des impacts. Et puis ce soir, eh bien, l'Alliance des territoires et la notion de solidarité. Il en sera évidemment pleinement question dans nos échanges. Donc du 25 septembre jusqu'au 20 décembre 2023, la métropole qui lance cette concertation sur la création de ce pôle d'écologie urbaine, avec ce projet évidemment qui fait l'objet de cette concertation, saisi par la Commission nationale du débat public, avec notamment Néorama qui nous accompagne. Bonsoir à la représentante de Néorama qui nous accompagne et qui sont évidemment le garant également de la bonne mémoire de nos séquences, avec un compte-rendu que vous retrouverez tout à fait exhaustif, que vous retrouverez également sur la plateforme du dialogue citoyen. Pour cette table ronde, Alliance des territoires et solidarité, nos trois intervenants. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec nous. Azilis Gouez, vice-présidente en charge de l'Alliance des territoires pour la métropole nantaise. Bonsoir Azilis, merci d'être avec nous. Jean-Michel Buff, bonsoir Jean-Michel, merci également d'être avec nous. Vous êtes président du syndicat mixte pour le centre Nord-Atlantique. Merci d'être avec nous et donc représentant à ce titre du groupement d'autorités concédantes que nous évoquerons encore une fois largement ce soir. Et Yann Kérourédan, bonsoir Yann, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle projet et services urbains pour Laurent, qui est l'agence d'urbanisme de la région nantaise. J'en profite également pour saluer la présence de Robin Salcroix. Bonsoir mon cher Robin, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président assainissement et politique de l'eau pour la métropole nantaise. Vous êtes également intervenu à l'occasion de ces réunions que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc on va passer cette soirée ensemble, résolument placé également sous le signe de l'échange et de l'interaction. Vous aurez, vous, public, directement la possibilité et le loisir de poser vos questions, d'interpeller directement nos grands témoins. Et vous également qui nous suivez donc en live, vous l'avez compris, vous pourrez agir et réagir aussi, poser vos questions, interpeller nos témoins. Je retrouverai l'ensemble de vos interrogations sur cette tablette à mes côtés et je ferai évidemment remonter ces questions auprès de nos intervenants. Présentation du projet, en quelques mots derrière moi, ce pôle d'écologie urbaine que je vous présente en quelques mots, bien sûr, et puis en 4 points, puisque ce sont ces 4 éléments constitutifs, la refonte et l'extension de la déchetterie existante datant de 1989, située au 14 rue Vulcain, 44 300 Nantes, donc dans l'est de Nantes, entre le boulevard de la Prairie de Mauve et le chemin du Bas, pour ceux qui connaissent bien cette géographie, la création bien sûr d'une station de traitement des eaux usées, la création d'une plateforme de valorisation des déchets, puis enfin la refonte et l'extension du centre de traitement de valorisation des déchets. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Commission nationale du débat public, j'en ai parlé évidemment compte tenu du projet évidemment structurant que représente le pôle d'écologie urbaine. La métropole a saisi la Commission nationale du débat public, donc qui accompagne ce dispositif de concertation, qui veille notamment à la bonne information qu'on vous délivre. Et puis l'essentiel, c'est qu'on réponde aussi à vos questions de manière tout à fait complète. Mon cher Yann, on va peut-être commencer avec vous pour poser ce chapeau. On échange ensemble pendant 45 minutes à 3h30, si je puis dire, me comptant pour moitié. Et après, vous aurez bien entendu tout le loisir de poser vos questions. Mon cher Yann, je le disais, peut-être poser le chapeau parce que cette coopération dont on va parler ce soir, incarnée notamment par ce groupement d'autorités concédantes, l'esprit de coopération et de solidarité, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il n'y a pas de révolution en tant que telle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Dans le micro, bien pour qu'on vous entende ici et là-bas, notamment pour celles et ceux qui nous suivent à distance et qu'on salue encore une fois. Yann. Effectivement, la nécessité de coopérer entre les territoires, de dialoguer, elle n'est pas récente. Elle s'est inscrite au fil du temps, c'est un héritage de différents éléments et elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire ? Parce que bien entendu,
il y a certains enjeux, certaines logiques qui nécessitent de dépasser des limites administratives. La question des modes de vie, la question des mobilités. On voit bien que ce sont des échelles qui ne sont pas liées à une notion de frontière, une limite. Elles se réfléchissent au niveau des bassins de vie, au niveau des interactions et des flux entre les territoires. C'est extrêmement important. Donc nécessairement, il y a certains axes, il y a certains enjeux qui nous obligent, nous, en tant que spécialistes, à pouvoir dézoomer et à s'appuyer sur toute une somme finalement de territoires pour pouvoir construire des logiques, construire des plans d'action et des stratégies. Le deuxième élément aussi, c'est que la loi, les politiques publiques nationales nous obligent aussi, nous, à l'échelle de nos territoires, à ne pas réfléchir dans une limite purement administrative. Elle nous oblige aussi à dézoomer, à sortir de nos limites pour pouvoir prendre en compte différents éléments, différents flux, pour poser différentes stratégies. C'est extrêmement important et c'est aussi la politique nationale de décentralisation, par exemple, est un élément criant de la nécessité à un moment donné de pouvoir dézoomer et de se lier ensemble pour répondre à des logiques. Je parlais de la loi, aussi il y a différents, par exemple, documents de planification urbaine. On parle de notions de SCOT qui sont assez classiques, de PLU, on parle même de plus en plus de notions d'interscot. En fin de compte, nous pose des obligations de réfléchir des évolutions de notre territoire, des adaptations de notre territoire, en lien finalement avec nos enjeux propres, mais aussi en lien avec ce qui se passe autour de nous. Donc ça aussi c'est extrêmement important et on voit bien, on parle de mobilité, on parle même de logement, là c'est un sujet spécifique, que cette notion de limite territoriale, on doit la dépasser pour pouvoir bien prendre en compte et aussi adapter nos stratégies au regard finalement des enjeux des territoires tout autour. Dernier élément aussi, cette coopération on va dire entre territoires, elle a permis aussi de concrétiser des projets que finalement un seul territoire, peut-être l'échange à l'échelle communale, ne pouvait pas faire lui-même. Ça pose la question de grands équipements structurants qui sont certes peut-être au bénéfice et localisés sur une commune, mais qui sont aussi au service d'autres territoires et d'autres éléments. Donc c'est ça qui est important, c'est que cette notion de coopération, de dialogue pour construire des stratégies, pour construire une vision de notre territoire, elle doit finalement nécessairement prendre en compte ce que j'appelle, nous, des notions de bassin de vie, pour pouvoir poser des vrais enjeux qui, après, peuvent être déclinés à des échelles spécifiques. Jean-Michel Buff, dimension culturelle, on l'entend bien dans les mots d'Yann, effectivement, à l'instant. Réglementation aussi, il faut en parler, le pôle de la réglementation qui oblige. Alors l'idée, c'est pas de la subir, donc il faut pouvoir anticiper, notamment à travers ces dynamiques de coopération, et puis qui permettent effectivement de passer à l'échelle à un moment et de s'autoriser des projets de cette dimension et de répondre aux enjeux qu'on va évoquer notamment ce soir et auxquels évidemment ce projet répond. Jean-Michel Buff. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter très brièvement, ça va resituer aussi bien sûr le sujet. Donc, je suis maire de Blain. Blain fait partie du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, même si nous sommes à 43 km de Nantes. On voit déjà ce que je suis en train de commencer à évoquer sur cet aspect de coopération territoriale. Je suis donc vice-président de la communauté de communes de la région Blain, donc Pays de Blain Communauté en charge de l'environnement. Avec le micro, ça marchera encore mieux avec ce micro. Merci beaucoup. Et là aussi, quand on parle de coopération, nous sommes dans un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Donc déjà, les élus, dans leur territoire, dans leur dimension, quelle qu'elle soit, sont déjà habitués à faire de la coopération entre communes pour trouver des intérêts communs sur des sujets apportés par rapport à des compétences. Et puis, Pays de Blain Communauté fait partie d'un syndicat de traitement des déchets, qui s'appelle le syndicat mixte Centre Nord-Atlantique, où nous sommes 5 EPCI. Donc on a Estuaire et Sillon, la CCEG, Pays de Blain Communauté, la communauté de communes de Nozay et Pontchâteau-Saint-Gildas. Donc on voit déjà un territoire large uniquement par rapport à ce syndicat. Ce syndicat, il porte un centre d'enfouissement, ce qu'on appelle un ISDND, donc une installation de stockage de déchets non dangereux en capacité de 36 000 tonnes, qui est sur la fin de sa vie. Parce que l'histoire a commencé dans les années 90 sur cette coopération territoriale pour avoir un équipement structurant qui permette d'accueillir les déchets ultimes, les ordures ménagères résiduelles. Et à partir de ça, la coopération s'est créée sur la nécessité d'avoir des outils communs à la taille de notre syndicat. Et puis on a ces outils qui, à un moment, sont à une fin de vie parce que la réglementation nous y oblige. Et en fait, parce qu'on se doit d'aller vers de plus en plus de massification et de voir les projets à la hauteur, non pas d'une petite communauté, mais vraiment le plus large possible et d'embarquer le plus de PCI sur des problématiques. Alors la réglementation, elle est assez simple en fait, c'est que vous avez la loi de transition énergétique pour la croissance verte 2015
qui impose la réduction de 50% des capacités d'enfouissement à horizon 2030. Pour les Pays de la Loire, c'est simple, c'est 1 200 000 tonnes enfouies, on doit passer à 610 000. Notre centre d'enfouissement va fermer, donc on se retrouve sans exutoire, puisqu'on ne va pas créer ex nihilo un nouvel exutoire, là où on demande sur les exutoires existants de les réduire de capacité de 50%. 50%, c'est un vœu pieux Non, c'est la où on y va. Non, mais c'est la loi, d'accord. Donc on doit y aller, il n'y a pas de sujet. C'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui l'impose. Et les plans régionaux de prévention et gestion des déchets inscrivent dans leur planification cette notion d'obligation réglementaire. Donc à partir de là, quand on fait l'état des lieux de l'existant des exutoires, on regarde ceux qui ont une durée de vie plus longue que d'autres. Et de fait, quand vous regardez nos voisins de la région Bretagne n'a plus d'exutoire suffisant pour assumer sa production de déchets ultimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais le prendre pour uniquement la région Bretagne, elle exporte 320 000 tonnes par an en région Pays de la Loire. En région Pays de la Loire. On est sur une coopération, vous voyez, déjà entre deux régions. Si nous étions dans une limite administrative, nous dirions, bah, la région Bretagne, vous gardez vos déchets et puis vous les enfouissez là où vous pouvez. Mais après Ouessant, ça va être compliqué. Hein, bon. Donc on est vraiment sur cette notion de coopération. Et donc quand on le reprend à la dimension, nous, de notre territoire, sur les 8 autorités concédantes, chacune a ses problématiques propres, liées à l'enfouissement, liées à l'incinération, liées au tri, liées à toutes les problématiques liées aux déchets. Donc à un moment, il faut pouvoir parler entre nous. Alors on a des lieux où on le fait de manière régulière, par exemple le congrès des maires, par exemple le congrès d'intercommunalité de France, etc., où on pose des thématiques. Mais à un moment, il faut être aussi dans le concret sur les outils. Et donc c'est cette notion, à partir du moment où on a une réglementation qui nous impose d'aller vers des sujets de réduction de cette production de déchets, on peut le faire grâce à nos concitoyens s'ils sont dans un acte de consommation et dans un acte qui est vers la réduction des déchets. Mais néanmoins, s'il n'y a pas cette réduction des déchets de nos concitoyens et des activités économiques, il va falloir à un moment, de toute façon, qu'on puisse augmenter la capacité d'un territoire en accueillant d'autres déchets d'autres territoires pour pouvoir avoir un exutoire commun qui soit avec une efficacité et voire même une efficience, puisqu'on parle aussi dans le temps, de régler les problématiques qui nous sont imposées par la réglementation. Ça veut dire en parallèle, si je vous entends bien, travailler sur la pédagogie, sur du geste, notamment du geste du tri, mais évidemment des équipements, c'est pour ça qu'on est là ce soir, notamment. Oui, c'est tout à fait ça. Je ne voulais pas rentrer dans la thématique déchets. Non, c'est pas le but. Non. Mais néanmoins, rester sur la notion de coopération. Pour moi, la coopération, elle s'entend à différents niveaux. Elle s'entend entre territoires, entre élus et entre institutions, mais elle s'entend aussi sur cette nécessaire solidarité entre citoyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « moi j'ai un outil, je suis content, ça marche bien, etc. » et puis le voisin, bah tant pis. Hein. Non, ça on peut plus l'imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, si on reprend les sujets de coopération qui existent déjà depuis très longtemps avec nos territoires et la métropole, je prends l'aspect des territoires ruraux, je le fais avec le sourire, je dis je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Nantais, quand ils tirent leur chasse d'eau, qui sont en réalité de ce qui se passe derrière. De Nantais et puis d'autres habitants ailleurs. Hein. Je pense que la conscience, le peu de conscience, non, mais bien entendu. Entre la métropole J'entends et bien. les territoires. J'entends bien. Eh bien, c'est quand même 9000 tonnes de boues de stations d'épuration qui partent en épandage sur les zones agricoles du territoire et qui sont dans cette notion de coopération. C'est-à-dire que moi, j'entends aucun des agriculteurs dire « mais pourquoi on récupère les boues des Nantais ?» Non. Il y a cette notion de coopération indispensable et vous voyez, elle se passe non pas de collectivité à collectivité, mais bien là avec un monde agricole qui est en capacité de recevoir, qui doit être sur ces critères d'acceptabilité parce que je ne sais pas si on n'avait pas d'épandage dans nos zones rurales, ce qu'il adviendrait des bouts de steppe depuis des années et des années sur la métropole nantaise. Bon, et qui s'inscrit dans cette histoire effectivement qu'évoquait Yann tout à l'heure, cette culture de la coopération. D'ailleurs, à propos d'histoire, peut-être Aziz nous dire, on est dans quel moment aujourd'hui historique, peut-être, et politique également, il faut le dire et le préciser, dans ce mandat. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment ça s'inscrit dans cette histoire et dans ce mandat politique? Je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de l'Alliance des territoires pour la métropole nantaise. Oui, alors Yann a déjà parlé de la profondeur historique de ces coopérations déjà au sein de la métropole nantaise, puisqu'il y a eu un district avant d'y avoir une métropole, on a eu plusieurs étapes, mais pour ne pas répéter les mêmes choses et élargir un peu le champ,
c'est vrai qu'on est aujourd'hui à un carrefour historique assez particulier. Donc, pour le dire à grands traits, on sort quand même d'une période avec une économie politique qui a été caractérisée par une forme, je dirais, de globalisation financière, commerciale, fondée sur des logiques d'économie d'échelle, où les hubs que représentaient les métropoles étaient conçus comme vraiment des sortes de noyaux de concentration de population, de capital pour peser dans cette globalisation. De services, d'emplois, de santé, etc. etc. Et on était aussi dans une forme de comparaison aussi des métropoles entre elles, la plus verte, la plus belle, la mieux équipée en matière culturelle, etc. Et on voit bien l'impasse à laquelle est arrivé ce modèle pour diverses raisons. Je parlais de globalisation, on mesure aujourd'hui pleinement le coût social d'un processus de délocalisation industrielle, économique. On mesure l'impasse aussi d'une forme de financiarisation excessive du capitalisme. On mesure le coût évidemment environnemental de ces modèles, puisque les importations, c'est aussi un coût, une externalité, comme on dit en grammaire économique, puisque ce sont aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et puis on est arrivé à un moment où nous avons pris conscience collectivement de la finitude des ressources naturelles à notre échelle, à l'échelle de la planète. Et puis il y a un autre enjeu très fort dans la période, puisque vous parlez de moments historiques, il y a un enjeu qui est aussi d'ordre stratégique et géopolitique. On s'est rendu compte avec la pandémie de Covid-19 de la fragilité de chaînes de production globalisées et donc de rupture dans ces chaînes qui rendaient nos villes, nos campagnes, nos collectivités très vulnérables. Et puis on voit aussi là avec la guerre en Ukraine la nécessité aussi de s'interroger sur la production, enfin les sources de production énergétique, sur les sources de nos approvisionnements. Donc on est vraiment dans un moment où en fait les maîtres mots sont la relocalisation, la réindustrialisation. Et si j'en reviens à ce que ça signifie du point de vue des politiques publiques métropolitaines, l'enjeu il est bien de réarrimer la société métropolitaine, l'économie métropolitaine qui reste une porte d'entrée de l'économie monde, mais de mieux l'arrimer aux territoires voisins. Et donc, très concrètement, ça se décline dans nos politiques publiques, dans différents champs de politique publique, à la fois dans une volonté politique de la métropole d'assumer à son échelle, elle ne peut pas remplacer l'État qui, en la matière, manque à ses responsabilités, d'assumer une vocation d'aménagement du territoire qui soit équilibrée, donc de partage de richesses. Donc ça tourne autour d'un triptyque développement économique, logement et stratégie de mobilité qui en découle, puisque ces grands enjeux se pensent nécessairement dans la concertation avec les territoires voisins. Un deuxième pan de cette politique touche à la gestion concertée, partagée des ressources vitales dont a besoin la métropole pour son bon fonctionnement. Donc ça touche à ce qu'on appelle parfois le métabolisme urbain, qui est une sorte de métaphore qui consiste à comparer le territoire ou la métropole à un corps qui puise dans son environnement les ressources vitales dont il a besoin, et puis qui les consomme, qui les transforme, et qui les rejette. Donc là, on est pleinement dans cette problématique des déchets. Et donc ces enjeux de métabolisme territorial, aujourd'hui, ils se pensent nécessairement en coopération avec nos voisins. Quand je parle de ressources vitales, très concrètement, on peut prendre la question des ressources agricoles, alimentaires. Il est bien évident que pour la métropole nantaise, cet enjeu de l'approvisionnement alimentaire agricole, il se pense nécessairement avec les voisins, puisque même si aujourd'hui on essaye de développer l'agriculture urbaine,
ça ne saurait remplacer l'agriculture dans les territoires périurbains et ruraux voisins. La ressource vitale qu'est l'eau, on en parlait cet après-midi lors d'une réunion à laquelle était présente Robin Salcroix. De la même façon, ça se pense à une échelle qui est celle des bassins versants. La question de la production énergétique locale, qui est devenue un enjeu très fort, ça s'organise avec les territoires voisins et ainsi de suite. La gestion des sols, toutes ces ressources dont nous dépendons, nous avons besoin de les penser avec nos voisins. Voilà, alors quelques exemples justement que vous citez, en tout cas grandes thématiques qui s'inscrivent ou qui doivent s'inscrire, qui devaient s'inscrire dans cet esprit de coopération, de solidarité qu'on évoque ce soir. Justement, Yann, peut-être nous donner quelques illustrations concrètes justement de ces coopérations. Vous nous dites, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pas très nouveau, finalement pas très révolutionnaire, que ça s'inscrivait dans cette histoire et notamment de ce territoire qu'on connaît bien. Quelques exemples, quelques illustrations de cette coopération. Il y en a un certain nombre qui ont été plus simples. Merci. Un certain nombre qui ont été cités. Il y a effectivement, on a parlé tout à l'heure de syndicats mixtes, de districts, d'intercommunalités. Finalement, ça c'est le fruit de collectivités qui se sont mis autour de la table, qui ont porté des compétences parce qu'elles ont eu le sentiment que toutes seules, elles ne pouvaient pas finalement répondre aussi aux besoins de leurs habitants, aux besoins de leur développement. Donc des collectivités qui se sont mis autour de la table et qui, par ce biais, pour pouvoir porter cette compétence et cette compétence commune, ont créé des structures. Je rappelle l'histoire de la métropole, il y a eu un district, il y a eu une communauté urbaine, maintenant on est la métropole, et ces choses finalement évoluent aussi dans le temps en fonction des différents besoins. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que, et c'est une certaine humilité et modestie, à un moment de se dire qu'on ne peut pas réfléchir et porter des projets seuls, et on est obligé de s'associer pour pouvoir aussi, et ce qui est ça qui est important, répondre aux besoins des habitants et aux besoins des territoires. L'autre élément, et on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi, quand je dis répondre aux besoins, c'est aussi répondre à des besoins fondamentaux. La question de l'eau, c'est un bien commun, c'est un besoin fondamental sur lequel on ne peut pas vivre sans eau. Et à un moment donné, comment on anticipe ces questions-là, et on parle de bassins versants, on parle d'approvisionnement. Voilà, ça a aussi des impacts derrière tout autour. Et je rappelle la question des syndicats, les syndicats des eaux, c'est un des premiers regroupements d'intercommunalités ou de communes pour porter et pour se permettre, je rappelle, de répondre à des besoins essentiels aux habitants. La question des déchets, c'est les éléments. La question de l'énergie, aujourd'hui, devient de plus en plus une nécessité de coopérer entre nous pour répondre aux besoins, soit en termes de sobriété et de consommation, bien sûr, mais aussi en termes de production. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ces logiques de production locale, même si elles sont nécessaires et qu'elles sont de plus en plus importantes, mais elles sont liées à des logiques, on va dire, territoriales qui sont aussi nationales, voire extranationales. Donc aussi ces notions de mise en lien et de cas concrets que l'on vit tous les jours, qui nous paraissent simples, allumer l'électricité, ouvrir le robinet, sont le fruit aussi de coopération en termes de territoire. Et puis, il y a des éléments plus spécifiques où on arrive sur des notions finalement d'alliance, de contrats spécifiques. Il y a des questions de contrats de réciprocité qui sont un autre exemple de coopération qui permettent de mettre autour de la table finalement différents sujets pour porter des ambitions peut-être volontaristes sur certains éléments. On parle de la question de l'alimentaire, qui est un vrai sujet, la question des mobilités aussi, qui porte, et pour pouvoir finalement apporter des solutions, et derrière aussi avoir une logique. On va rentrer dans une notion où la question foncière, la question de spécificité entre les territoires. Je rappelle aussi la notion de coopération, c'est chaque territoire est unique, chaque territoire a sa propre spécificité. C'est aussi coopérer, c'est aussi lutter contre une forme d'uniformité et de banalisation de ces territoires. C'est ça aussi qu'il faut le voir. C'est comment cette notion de coopération permet aussi de faire ressortir les singularités de chaque territoire et les complémentarités entre elles. Jean-Michel Buff, effectivement, l'opportunité aussi de conserver ces singularités, ces particularités de ces territoires, celui que vous connaissez bien évidemment et que vous administrez. Et peut-être une question aussi, alors c'est le poser un petit peu à revers, mais j'ai envie de vous demander, et peut-être par provocation aussi, mais finalement, quels seraient les impacts, alors on parlera des impacts directs évidemment de ce projet dans une semaine, mais quels seraient les impacts peut-être un peu plus larges si ce projet ne se faisait pas, si ce projet de pôle d'écologie urbaine ne se faisait pas? Qu'est-ce qui se passerait très concrètement en termes justement d'émissions de gaz à effet de serre? On en parle évidemment, en termes financiers aussi, on a commencé à en parler un petit peu. Quels seraient les impacts très concrets? C'est bien, vous osez poser la question. Si cela ne se faisait pas, ce serait catastrophique. Et j'ose le terme parce que c'est une réalité.
Je vais vous donner quelques exemples concrets, vous allez les comprendre très rapidement. Et je vais faire en sorte de ne pas parler de Nantes. Je vais parler d'un autre projet dans lequel le SMCNA s'est inscrit suite à l'arrêt de notre chaîne de tri, qui était un petit centre de tri de 8000 tonnes qu'on a fermé en 2021. Et on s'est inscrit dans une dynamique avec d'autres territoires pour créer un centre de tri qui fait 50 000 tonnes. Nous allons poser la première pierre vendredi prochain, donc c'est vraiment d'actualité. Et on l'a fait avec 13 autres syndicats et EPCI, et qui vont de Ancenis jusqu'à Niort. On est sur un schéma qui rassemble plus d'1 million d'habitants. Eh bien, le sujet, il a été le même pour les 12 autres, à savoir, on a la nécessité de massifier, parce que, de toute façon, pour rentrer dans les... Je ne vais pas rentrer dans les aspects... Bien collé, pour qu'on voit là, parfait. Pour qu'on vous entende. Mais nécessairement, on a besoin de monter sur des outils qui sont beaucoup plus importants, et on s'est retrouvés tous avec les mêmes problématiques. Alors certes, on pourrait imaginer, puisque cet outil pour lequel on va poser la première pierre est à la frontière du 49 et du 79. Donc vous voyez déjà 2 régions, 2 départements, et nous sommes sur le 44, donc on imagine les kilomètres que l'on va faire pour aller vers ce centre. Bon, alors ça veut dire qu'on a aussi travaillé sur la solidarité des kilomètres avec un barycentre qui nous permet d'avoir une équation financière qui permette à chacun de s'y retrouver. Mais si nous n'avions pas l'outil, ça veut dire que les emballages que nous trions, ils ne vont pas faire 100 km. Ils vont en faire 200, 300, 400, peut-être partir à l'export. Le bilan CO2, je ne vous en parle même pas, vous l'avez tout de suite compris. Et donc, on travaille sur ces sujets-là. Ça, c'est un sujet qui concerne un outil qui s'appelle Unitri. Et donc, on a créé une société publique locale à l'intérieur de laquelle il n'y a que des collectivités et pour laquelle on va gérer nous-mêmes cet outil. Deuxième sujet, nous avons dans toutes nos déchetteries ce qu'on appelle des tout venants. Et les tout venants vont à l'enfouissement ou à l'incinération. Tout dépend des cas. Et on se retrouve avec bon nombre de collectivités liées à la même problématique de ne plus pouvoir enfouir. Et donc là, c'est à l'initiative du syndicat de traitement de la Vendée qui s'appelle Trivalis, qui lui a dit ce serait bien qu'on puisse travailler sur nos quantifications de tout venant, EPCI par EPCI, et faire une proposition que ce tout venant soit transformé en combustible solide de récupération pour en faire un combustible qui va permettre d'alimenter un réseau de chaleur. Eh bien, ça correspond à 70 000 tonnes donc, qui vont sortir des déchetteries pour en faire une vraie valorisation énergétique et ne plus aller à l'enfouissement. Et ça, à la hauteur de notre syndicat, nous étions incapables de le faire. Donc ça veut dire qu'on a la nécessité de se regrouper pour pouvoir atteindre des objectifs qui soient ramenés à la dimension de notre propre problématique. Et c'est que comme ça que nous pouvons y arriver. Et si un outil ne se fait pas, ça veut dire qu'on est sur un marché libre, de ce qu'on appelle des vides d'enfouissement ou des vides de tri ou des vides de four, et c'est la loi du marché qui s'impose. Là où on a une gestion qui nous permet de maîtriser le coût, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, cette maîtrise du coût, si on sort de cette coopération entre les territoires, on n'est plus du tout en maîtrise de coût. Et là où on va être, par exemple, je vais vous donner une base 100, comme ça on ne va pas parler de montant, on est sur une base 100 pour un tonnage, on peut passer immédiatement à 200, 250, 300, et avec des kilomètres qui vont être en matière de gaz à effet de serre, mais terriblement redoutables, puisqu'on va être obligé d'exporter en dehors des régions, en dehors parfois du territoire, et puis être soumis à une loi du marché. Donc c'est tout l'inverse que l'on souhaite sur cette coopération, c'est maîtriser la gestion de A à Z, en ayant, si on le ramène après à chaque territoire, le discours apporté auprès de nos concitoyens qui est « nous arrivons à maîtriser le coût », qui est pourtant un coût très difficile à maîtriser, celui des déchets. Il est soumis à beaucoup de contraintes, et en particulier une contrainte fiscale, puisque c'est la taxe générale sur les activités polluantes qui vient aussi plomber les comptes des collectivités sur ces sujets. Et bien on arrive à montrer à notre population que le sujet n'est pas de dire « je trie bien ». Non, nos concitoyens ne trient pas bien, je suis désolé de le dire. On ne trie pas suffisamment bien. Et donc nous, collectivités, on est toujours au rendez-vous pour remplir notre tâche de salubrité publique, parce qu'on oublie souvent que le déchet, c'est une tâche de salubrité publique, et faire en sorte que les exutoires soient le plus proche possible de la population. Alors justement, comment Aziz peut-être nous dire, je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de l'Alliance des territoires, comment ce projet, groupement d'autorités concédantes, on l'a précisé, 7 collectivités, c'est la bonne échelle
pour répondre justement à ces enjeux, que ce pôle d'écologie urbaine réponde aux attentes et aux besoins des territoires évidemment qui y participent, et puis qui eux-mêmes, on l'a bien vu, répondre aux enjeux et aux attentes de la métropole dans ce sujet de réciprocité. C'est la bonne échelle, cette collectivité, pour répondre à ces sujets? Alors c'est la bonne échelle, en tout cas c'est une échelle pertinente, il n'y a jamais d'échelle idéale. Et là, la réponse, enfin, le périmètre tel qu'il a émergé, c'est à la fois parce qu'on a une métropole qui assume en partie des charges de centralité, donc on a déjà un équipement. La réglementation nous contraint, c'est-à-dire que ce type d'équipement aujourd'hui ne peut pas être multiplié sur le territoire ou sur les territoires. Et donc, c'est un mélange, en fait, d'esprit de solidarité, c'est-à-dire que Maëlle Copé, la vice-présidente en charge des déchets, a pris son bâton de pèlerin, est allée voir les territoires voisins pour leur demander d'évaluer leurs besoins, pour leur dire aussi la disponibilité de la métropole à dimensionner cet équipement, à le redimensionner à une échelle qui réponde non seulement aux besoins des habitants de la métropole, mais aussi à ceux des territoires voisins. Et puis, évidemment, je crois que ça a été un mélange de solidarité, d'intérêt bien compris, puisque, comme vient de le dire M. Buff, cette logique de mutualisation, elle aboutit à une réduction significative des coûts. Et puis, on est aussi dans des logiques de circularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de déchets qui sont aussi non seulement traités, mais aussi valorisés comme des ressources. Et ça renvoie à ce que je mentionnais tout à l'heure. On est passé vraiment dans une prise de conscience des limites écosystémiques de nos modèles de développement, et donc collectivement on s'emploie à ce que ce que l'on génère comme déchets soit aussi le plus possible réemployé. Et la dimension de la réciprocité reste importante, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la métropole qui prend les déchets des territoires voisins. On a parlé de la problématique de l'épandage. Il faut quand même se rappeler que pendant des années, on a, et Robin Salcroix, là encore, est bien placé pour le savoir, on a une collectivité qui a un plan d'épandage qui dépend des territoires voisins et qui est très conséquent. Et donc il y a eu effectivement ces coopérations organisées avec le monde agricole depuis des années. Donc ça va toujours dans les deux sens. Prise de conscience de nos limites, justement évoquées par Zilis. Peut-être Yann, pour terminer, avant de vous donner la parole, parce que je vois le temps qui file. Demain, cette coopération, alors on voit évidemment une coopération historique, une réglementation, des défis immenses qui nous attendent, une réponse à travers justement ces équipements. Cette coopération va s'intensifier pour répondre justement à ces enjeux climatiques dont on voit l'expression ces derniers jours, évidemment, encore une fois, à travers ces crises climatiques, ces phénomènes météorologiques complètement inattendus dont la fréquence et l'intensité nous surprend, encore une fois. Je pense à nos amis du nord de la France également. Oui, effectivement, ces enjeux climatiques qui sont de plus en plus prégnants, que l'on vit de plus en plus, nous obligent finalement, en tant que territoire, à devoir coopérer de plus en plus et accélérer ces éléments. Ça pose des questions de raréfication du foncier, ça pose des questions finalement de sobriété au sens large, et on se sent bien, comme chaque territoire ne pourra pas répondre de manière individuelle à ces enjeux qui nous dépassent. Sincèrement. Donc à un moment donné, c'est comment on intensifie ces processus d'alliance, ces processus finalement d'entraide entre les territoires pour répondre à nos besoins, pour pouvoir aussi répondre à des enjeux sociaux, des enjeux entre guillemets de disparité entre ces territoires, pour aussi répondre aux besoins essentiels. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, qui sont aussi de la compétence. On parlait aussi d'enjeux de responsabilité publique. Je pense que c'est aussi important. Comment on préserve ça. Et je pense que c'est du bon sens que la puissance publique puisse s'imprégner de ça et que la puissance privée aussi puisse ne pas manger cette part du gâteau. Et que je pense que pour répondre aussi à des enjeux financiers, parce qu'à un moment donné aussi, pour pouvoir, on est dans cette nécessité de pouvoir coopérer entre nous, de pouvoir s'allier entre nous,
pour notamment essayer de gommer les disparités que ces enjeux climatiques révèlent. Et on voit bien que les territoires n'ont pas la même capacité individuelle à répondre à ces enjeux-là. C'est extrêmement important parce que, vous l'avez dit, ils sont de plus en plus fréquents. C'est qu'il y a une notion de vitesse, d'accélération et aussi de dépendance entre nous, et comment aussi ces processus d'alliance, ces processus de coopération, on peut les accélérer pour pouvoir être au rendez-vous, j'aurais tendance à dire, mais aussi imaginer des nouvelles formes de coopération. Là, je vous ai listé dans le temps des coopérations et des exemples, mais je pense que ces notions de formes de coopération, elles vont évoluer, et elles doivent évoluer dans le temps pour répondre finalement à ces grands enjeux-là. Donc, je parlais de la question de ne pas être dans une notion d'uniformité et de banalisation. Ça passe aussi par ces notions de coopération. Comment demain, de nouveaux modèles financiers, de nouveaux modèles juridiques, techniques, peuvent nous permettre, au fil du temps, de trouver des solutions et d'accélérer ces principes finalement d'entraide entre nos territoires. Bon, des nouveaux modèles peut-être, et encore une dernière peut-être question, Azilise, parce que groupement d'autorités concédantes, bien sûr, il y a la question de l'animation. Comment est-ce qu'on le porte, on le fait durer? Alors, on le décrète, il y a des contrats, on peut très bien, il y a un équipement, il y a des équipements. Comment est-ce qu'on va animer ce groupement d'autorités concédantes sur la durée, le faire vivre pour que ça soit efficient, que ça continue d'exister? C'est pas évident de mettre tout le monde autour de la table. Il va y avoir des sujets, il va y avoir des thématiques, peut-être des conflits à régler, à résoudre. Comment est-ce que la métropole va porter ces sujets-là et animer ce groupement notamment, de son côté en tout cas? La façon dont c'est imaginé pour l'instant, c'est sous la forme d'une instance de dialogue continu. Parce que vous avez parlé des conflits, mais justement autour de ces questions émergentes de traitement des déchets, la question, on voit bien aussi comment la question de la production énergétique locale suscite aussi des tensions. Enfin, il suffit de traverser les campagnes alentours pour voir des panneaux qui refusent l'implantation d'éoliennes, etc. Donc toutes ces tensions qui traversent les sociétés locales, elles doivent être prises en charge par des espaces de délibération. Et donc la façon dont les choses ont été conçues, d'abord par la vice-présidente Maëlle Copé, en concertation avec ses interlocuteurs dans les territoires voisins, c'est vraiment d'avoir cet espace de dialogue continu que l'on contribuera à animer dans le temps. La question de l'animation, la question de la pédagogie, si Jean-Michel Buff peut-être... Vous avez expliqué très bien par l'illustration, en prenant d'ailleurs un autre sujet que celui de Nantes, mais on a bien compris que si ce projet ne se faisait pas, les conséquences et les impacts que ce serait, notamment sur la partie, la dimension financière, écologique et environnementale aussi. Vous comprenez quand même qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des préoccupations, notamment de la part des riverains, et qu'il faille, de votre côté, en tout cas, continuer à faire de la pédagogie, de la communication, d'expliquer le pourquoi, comment, le mode d'emploi de ce projet, de ces projets, puisqu'il y en a 4. Cette inquiétude des riverains elle est légitime. Je ne connais pas un seul projet aujourd'hui, quel qu'il soit, sur des énergies renouvelables, sur des implantations d'équipements, quels qu'ils soient, qui ne comporte pas d'externalités négatives, pour reprendre le terme des externalités tout à l'heure. Donc le fait c'est d'abord regarder l'intérêt général, c'est-à-dire la pertinence du projet par rapport à une problématique posée d'intérêt général, et de se dire que cet intérêt général est confronté parfois à des intérêts particuliers. Et que ces intérêts particuliers, il va falloir les traiter séparément du projet et vraiment les avoir avec beaucoup d'appréciation, avec cette pédagogie, avec une méthodologie. Alors la concertation qu'on fait là en fait partie, c'est une des étapes, mais néanmoins il faut aller plus loin sur ces sujets-là. Et donc de fait, c'est d'aller après sur une deuxième étape, au-delà de la pertinence du projet, de son intérêt général, pour aller voir sur les intérêts particuliers comment ce projet peut atténuer, voire résoudre les externalités négatives. Et ça, c'est, quel que soit le projet aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de cette démarche. Et bien au contraire, à partir du moment où on a des riverains d'un projet qui ont été intégrés à la problématique et qui en sont aussi, à certains endroits, la solution, et bien d'un seul coup, le projet prend une autre dimension. Très sincèrement, pour le vivre sur d'autres endroits et l'avoir vécu en particulier sur le projet que j'évoquais tout à l'heure sur Unitri, où on avait une bande de haies réservée avec cette protection de la biodiversité, avec laquelle on a intégré une association environnementale, France Nature Environnement, pour aller travailler la problématique, etc. On a mis 1 an de plus dans le projet. Mais le projet, on pose sa première pierre, parce qu'on est allé vraiment dans une démarche
de coopération, là, avec les riverains. Et on est vraiment sur un sujet de coopération. Donc c'est d'avoir ces deux sujets. Un, l'intérêt général, à partir du moment où il est avéré, définitivement avéré, on sait qu'il y a des externalités négatives, c'est comment on les traite, on les individualise parfois, parce que ça peut concerner qu'une personne aussi, ça peut en concerner 10, 100 sur une thématique, mais parfois c'est peut-être juste une personne. Mais il faut le traiter de manière différenciée, puis vraiment avec la plus grande attention possible pour que le projet voit le jour. Merci Jean-Michel, merci à tous les trois, vous restez bien sûr avec nous. On va vous donner la parole très simplement ici, notre public en présentiel, vous levez la main. Marielle aura la gentillesse de vous apporter le micro, vous aurez la gentillesse de votre côté, la courtoisie de vous présenter, de nous dire voilà, si vous parlez au nom d'une association, de quelque chose de constitué, ce qui est tout à fait évidemment possible et légitime bien entendu, ou si vous parlez à titre particulier. De la même manière, je vois que ça commence à réagir en distanciel, c'est une bonne chose. On salue encore nos amis qui nous suivent à distance et via ce dispositif donc de captation en streaming. Vous posez vos questions, vous levez la main, c'est à vous la parole et nos grands témoins évidemment vous répondent. À vous. Alors on commence par monsieur, je vous laisse vous présenter une fois n'est pas coutume. C'est très bien. Je vous laisse vous présenter monsieur et poser votre question. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, Jérôme Dion, je représente Ecopol. Je voudrais revenir sur la globalité du projet, plutôt. J'ai toujours une question sur pourquoi est-ce qu'on va chercher les territoires aussi lointains pour ramener des choses pour alimenter un incinérateur sur Nantes. Alors j'ai aussi ce que vous aviez dit là, sur votre système de tri. Vous allez vous associer jusqu'à des gens à Niort. C'est des territoires immenses. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus proches? Voilà. Donc j'aimerais bien que vous peut-être réexpliquiez plus en détail pourquoi est-ce qu'on en arrive à associer des territoires aussi vastes. Et avec peut-être une question un peu polémique, pourquoi est-ce qu'un incinérateur n'a pas pu être implanté en Vendée? Merci pour vos questions, double question peut-être ou précision avec ce territoire de Vendée que vous expliquez. Bonsoir madame, évidemment on prend les questions, vous l'avez compris, peut-être par groupe de 2 ou 3. Et on y répondra bien entendu. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter, on vous écoute. Bonsoir, moi je suis Marie-Laure Urvois-Sangaré, membre notamment de l'association Clémentine qui est basée à Sainte-Luce-sur-Loire. Alors je vais reposer une question que j'avais déjà posée lors de la réunion de concertation qui a eu lieu à Sainte-Luce il y a quelques semaines. Je m'en souviens. Je n'ai pas eu de réponse. Alors reposez votre question. Parce que pour moi c'est aussi une question de solidarité qui tient à aussi la répartition de l'investissement. Alors de mon point de vue, enfin en tout cas moi je n'ai aucune visibilité sur l'investissement, notamment en ce qui concerne le centre, l'unité de valorisation énergétique, si ce n'est que le coût total est 250 millions d'euros. Donc, comment se répartit l'investissement entre les différents territoires concernés? Et puis, qu'en est-il du vide de four, des 30 000 tonnes par an, dont il a déjà été acté suite à la décision du Conseil métropolitain du 16 décembre dernier, que la responsabilité du fonctionnement de la structure incombait à l'exploitant, puisque lui-même allait pouvoir exploiter à minima ces 30 000 tonnes par an de vide de four, sachant que notre objectif à nous, citoyens, et effectivement, je suis assez d'accord avec vous, Monsieur Buff, il y a des grandes marges d'amélioration dans le tri des déchets, en particulier sur l'agglomération nantaise, parce que sur les 8 territoires concernés, on est le deuxième à la fin. Donc vraiment, l'agglomération a beaucoup de progrès à faire par rapport à vos territoires à vous, qui ont notamment la tarification incitative. Mais du coup, notre objectif, c'est quand même de réduire le nombre de kilos par an et par habitant. Alors l'objectif de l'agglomération nantaise n'est pas très ambitieux, mais c'est de viser les 170 kilos d'ici à l'horizon 2030. Il y a des communes qui sont déjà presque à la moitié de ça, mais bon, espérons qu'on y arrivera et même qu'on fera mieux. Et du coup, ça veut dire que ces investissements qui ont été faits avec de l'argent public vont bénéficier à l'exploitant qui va avoir d'autant plus de vide de four pour faire du bénéfice. Donc comment est-ce que ça fonctionne quand c'est comme ça? Est-ce qu'il y a un retour aussi vers le propriétaire de l'équipement? Est-ce qu'on en tire des bénéfices, un retour positif? Et puis une autre petite question aussi, c'est que du coup, comme il va y avoir un doublement de la capacité d'incinération, je suppose qu'il va y avoir au moins un doublement des énergies du réseau de chaleur, de la capacité du réseau de chaleur à chauffer des logements et produire
de l'eau chaude. Jusqu'à présent, quand on regarde sur le site de l'ERENA, on voit que c'est uniquement la ville de Nantes qui bénéficie de ce réseau de chaleur-là. Donc la solidarité avec les territoires, c'est bien, mais visiblement, en tout cas moi qui habite à Sainte-Luce, on a quelques centaines de mètres dans le sens des vents dominants et on bénéficie absolument pas de ce réseau de chaleur qui permet d'avoir une énergie qui est effectivement à bas coût. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention et vos questions. On va tâcher d'y répondre. Si ce n'est pas le cas ce soir, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les ressources pour le faire, elle est bien enregistrée ici, enregistrée dans le compte-rendu, et on tâchera de vous répondre de manière complète et exhaustive. Peut-être encore une autre question, en eu égard évidemment à ce qui a été évoqué, et puis sinon je prendrai également en relais la question posée via la plateforme. C'est bon pour le moment. Alors, peut-être première réponse au monsieur, on va le faire dans l'ordre chronologique, peut-être, sur la question du sourcing, il ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas de ces territoires qu'on a choisis, qui sont parfois très éloignés, très exotiques, peut-être un peu trop, selon lui. On a parlé de Niort, de la Vendée, de l'exemple de la Vendée, pourquoi pas la Vendée, dans ce groupement d'autorités concédantes et de cette coopération des territoires. Ouais, je l'ai évoqué tout à l'heure, peut-être que vous vous en souvenez pas, sur la réglementation qui nous impose un certain nombre de choses. En particulier, on ne peut plus créer d'équipements ex nihilo. Donc, on ne peut pas partir d'un terrain nu et construire un incinérateur ou, à l'inverse, faire un centre d'enfouissement. On peut, par contre, faire des extensions de l'existant, et c'est le cas du projet dont on parle. Voilà, ça c'est la réglementation. Ex nihilo, c'est-à-dire partir d'une base zéro. On peut agrandir, et donc c'est ça qui nous impose la problématique. Voilà, mais bon, c'est ainsi. Donc de fait, la coopération qui concerne les collectivités et les autorités concédantes sont liées à ces problématiques. On ne peut pas construire un nouvel équipement en partant de zéro. Donc ça veut dire qu'il faut se baser soit sur des équipements existants, et quand on fait la comptabilité des équipements existants, il n'y en a pas beaucoup. Et il va y en avoir de moins en moins. Pour certains qui sont en fin de vie, d'autres qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire des extensions, etc. Donc c'est cette coopération qui permet de dire cette pertinence, elle est là pour cet outil. Et donc, sans rien dévoiler d'extraordinaire, d'autres collectivités encore plus loin auraient été intéressées à venir rejoindre l'outil. Et oui, parce que le manque va devenir flagrant. Ça va être une vraie problématique pour d'autres territoires qui sont dans, j'évoquais la région Bretagne, ça va être des vraies problématiques pour la région Bretagne. Madame, vous avez raison sur les sujets que vous évoquez, de réduire de manière drastique la production de déchets par habitant. Je vais vous donner 2 chiffres, ils sont éloquents. 2021, chiffre 2021, ils sont tout à fait disponibles, ces chiffres, sur l'Observatoire déchets de la région, donc ça s'appelle TEO, vous tapez TEO, et vous allez regarder. 167,7 kg par an et par habitant pour toute la région des Pays de la Loire, d'ordures ménagères résiduelles. 167,7 kg par an et par habitant. 64% du contenu d'une poubelle n'a rien à y faire. 64%. Ça veut dire que normalement, nous devrions être à 61 kg par an et par habitant d'ordures ménagères résiduelles. Ceci dit, vous connaissez cet adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Quand on regarde la production nationale, on est très, 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 très en dessous de la production nationale qui est à 248 kg par an et par habitant. Donc aussi, on peut se dire que les Pays de la Loire, les différents habitants de ces autorités concédantes ont déjà fait des efforts, mais ils ne sont pas suffisants. Donc il y aura toujours besoin d'exutoires. Parce que de là à ce que nos concitoyens arrivent à ce 61 kg par an et par habitant, ça va être très très compliqué sur la pédagogie à faire, sur l'acte d'achat, sur l'acte de consommation, sur l'acte de gestion, etc., etc. Donc c'est un temps long. Et ça, on ne peut pas se le permettre. On doit avoir tout de suite la mise en place d'outils. Sur les questions techniques, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé sur les vides de soufre. Alors, c'est pas que je ne voudrais pas, mais je ne suis pas au cœur du dispositif pour vous en parler, c'est tout. Mais j'aurais bien aimé vous apporter la réponse. On va vous répondre dans un instant. D'abord un complément peut-être d'Azilise, oui, par rapport à ce qui a été évoqué comme question. Monsieur ou madame, vous nous direz. Je n'ai pas, madame. Alors, très bien, merci. Monsieur d'abord, pour vous dire dans qu'en fait, la question que vous avez posée, dans l'une des premières réunions que nous avons eues avec les territoires intéressés, les représentants, comment s'appelle, c'est Trivalis pour les Vendées,
se posait la même question. Mais il se trouve qu'on a effectivement des contraintes réglementaires et puis des limitations qui font qu'ils en sont venus à la conclusion que c'était la meilleure solution. Mais ils se sont posé la question eux-mêmes. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, je n'ai pas de réponse chiffrée sur les montants, enfin les quotes-parts d'investissement, mais en tout cas la clé de répartition sur l'investissement initial, mais aussi sur les coûts de fonctionnement, parce que ça n'est pas négligeable, c'est en fonction du tonnage que chacune des collectivités va apporter. Et donc ça a été jugé comme étant assez juste par les uns et les autres. Et puis, et c'est pas seulement du point de vue, c'est pas la grande métropole qui tend la main aux petits territoires voisins. Pour la métropole aussi, ça permet de boucler un investissement qui sinon aurait été très compliqué sur un équipement qui est quand même un équipement qui n'est pas seulement de traitement, mais encore une fois de valorisation des déchets. Quant à la question des réseaux de chaleur, on pourra vous répondre, je pense. Par la suite, je ne sais pas si... je ne connais pas la situation à Saint-Luce. On posera la question à Tristan Riom, qui est le vice-président en charge de ces questions. Oui, votre question est bien notée et on vous répondra et vous pourrez compléter tout à l'heure. Peut-être, Lauriane Briat, vous pouvez répondre. Si vous venez, vous nous rejoignez, on vous verra et on vous entendra. Ce sera encore mieux, bien sûr. Et je précise que vous êtes responsable du service traitement et valorisation à la direction des déchets rattachés à la direction générale territoire, proximité, déchets et sécurité pour la métropole nantaise. Réponse à la question de madame, peut-être, oui, sur le vide de four. Oui, et puis ça rejoint la question des investissements également, merci, puisque les deux sont liés en fait dans la construction du contrat. En fait, donc pour compléter ce que vous disiez, Madame Gouez, effectivement, il y a une quote-part pour la répartition des investissements, c'est-à-dire que tous les apporteurs participent. Donc sur les 270 000 tonnes, il y a un peu plus de 100 000 tonnes qui vont être apportées par la métropole, à peu près 100 000 tonnes également par les 7 collectivités partenaires, un vide de four de 36 000 tonnes, dont 6 000 tonnes de dasserie. Et il y a également 25 000 tonnes de boue de la métropole. Donc en fait, la métropole va participer à hauteur du tonnage qu'elle va apporter en ordures ménagères pour le budget déchets, qui est un budget dédié. Le cycle de l'eau direction de la métropole avec un budget dédié également va participer aussi pour le tonnage de boue. Donc c'est vraiment 2 budgets séparés. Les partenaires vont participer à hauteur des tonnages qu'ils vont apporter. Donc ça pour la partie investissement. Et ensuite pour le fonctionnement, effectivement, chacun paye en fonction des tonnages qu'il apporte. Il y aura un eurotonne qui va s'appliquer. Donc ça c'est vraiment pour la répartition des investissements. Et ensuite pour le vide de four, eh bien effectivement notre objectif, alors déjà les tonnes tierces participent aussi aux investissements à travers ce qu'on appelle un droit d'usage qui va être reversé par le concessionnaire à Nantes Métropole. Donc lui, le travail qu'il va faire, c'est quand il va faire sa tarification auprès des pros, eh ben, il va inclure ce droit d'usage. Enfin, il va l'inclure ou il ne va pas l'inclure, c'est lui qui fait son affaire, mais en tout cas, il nous le reverse. Donc il participe à l'effort. Voilà. Et sinon, peut-être juste pour les réseaux de chaleur, enfin, je ne vais pas forcément trop détailler, mais les éléments que nous ont indiqués nos collègues qui travaillent sur les réseaux de chaleur, c'est qu'il y a des réflexions en cours qui sont initiées par M. Riom pour développer une dizaine de réseaux de chaleur sur du moyen terme, sur toute la métropole, avec des moyens pour chauffer ces réseaux qui vont être associés, si possible en énergie renouvelable, bien évidemment. Et donc, il y a une délibération qui doit passer normalement en Conseil métropolitain de décembre pour évoquer ce sujet, et avec le volet également concertation citoyenne, puisque l'objectif, c'est d'associer les citoyens à ces réflexions, et avec notamment des comités de suivi mis en place site par site, et de la mesure sur la qualité de l'air avec une station mobile, telle que le maire de Sainte-Luce l'avait évoqué en fin de réunion publique dans le cadre de cette concertation. Voilà. Merci beaucoup Lauriane pour ce complément évidemment de réponse riche. Est-ce qu'il y avait une réaction, madame? Oui, on va vous donner le micro. Vous êtes toujours représentante de l'association Clémentine. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, tout va bien. Et vous souhaitiez réagir aux réponses qu'on vous a apportées? Mais tout à fait, je réagis à la réponse de monsieur Buff, à monsieur qui représentait Ecopol, par rapport au nouveau site. Moi, ce que j'ai lu dans
dans le plan régional de réduction et de prévention des déchets, c'est que les nouveaux sites ex nihilo n'étaient pas envisagés, mais ça ne dit pas que c'est interdit. Et comment allez-vous faire pour les CSR, les combustibles solides de récupération? Du coup, je suppose que c'est un nouveau site si c'est un projet avec Trivalis. Enfin, du coup, je m'interroge. Parce que pour l'incinération des ordures ménagères, c'est pas possible, mais ça serait possible pour les CSR? Alors, réponse Jean-Michel Buff, peut-être, sur effectivement l'idée de ne pas pouvoir créer de structure ex nihilo ou pas, selon madame. On vous Le écoute. combustible solide de récupération aujourd'hui est utilisé par les cimentiers. La réglementation européenne a bougé au fil de l'eau tranquillement parce que, en fait, la production française de CSR, elle existe, hein, elle sert à alimenter des réseaux de chaleur à Stockholm ou des cimentiers en Espagne. Et cette réglementation, elle a été amenée à bouger pour amener vraiment la possibilité de créer des réseaux d'énergie, hein, des réseaux de chaleur ou d'électricité à base de CSR. Donc on n'est pas tout à fait sur la même typologie. Oui, mais je suis désolé, les normes ICPE sont ce qu'elles sont. Et c'est par rapport à ces normes ICPE qu'on est d'un côté sur un incinérateur, dans le terme juridique de l'autorisation, et de l'autre côté, on est sur un réseau qui utilise comme combustible, de combustible solide de récupération. Donc effectivement, il y a une nuance. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, le CSR, c'est de l'incinération. Ah non, désolé, juridiquement, c'est pas la même chose. Merci Jean-Michel Buff pour cette réponse. Avant de vous redonner la parole, je voudrais relayer une question, au moins une. Il y en a d'autres qui vont suivre de la part de nos amis qui nous suivent en distanciel. Bonsoir, soyez encore les bienvenus avec nous. Et c'est une question portée et proposée par Christophe Lachaise. Il nous dit « Bonsoir, notre enjeu à toutes et à tous doit être la diminution draconienne de nos déchets. Y a-t-il des engagements de prévention, voire des objectifs chiffrés à atteindre dans le cadre de cette démarche de coopération avec ces 7 EPCI ?» Est-ce qu'on peut répondre à Monsieur Lachaise qui nous pose cette question, Jean-Michel Buff, et peut-être les autres en complément au besoin. Aussi, de la même façon, chaque EPCI a ce qu'on appelle un PLP-DMA, donc un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc ce sont ces éléments-là qui servent d'outils de référence EPCI par EPCI pour aller vers une réduction qui ira sur le sujet un petit peu plus sur le biodéchet parce que sa thématique locale lui permet d'aller un peu plus sur le sujet, qui ira sur la réduction des emballages, qui ira sur la gestion des déchetteries pour avoir moins de gravats ou que sais-je. En fait, chaque PLP-DMA est en capacité de donner ses objectifs de prévention en conformité avec le plan national déchets et avec le plan national de prévention de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment ces deux objectifs, c'est-à-dire au niveau national et la déclinaison qui se fait territoire par territoire. Donc forcément, nous sommes, on va dire, tous sur la même thématique, mais simplement, localement, ce n'est pas forcément les mêmes thématiques qui sont utilisées, puisque chacun est en responsabilité face à sa propre production de déchets sur son territoire. Merci Jean-Michel. Aziz, en complément peut-être, Aziz Gouez. Vraiment en complément, mais simplement, c'est vrai, localement, chacun a des objectifs, mais enfin, l'objectif partagé par tous avant d'en arriver à des tonnages de déchets, c'est bien un objectif de sobriété et de réduction des déchets. De même que quand on parlait tout à l'heure de production énergétique, le premier levier, c'est la sobriété énergétique par la rénovation thermique et par les économies d'énergie. On ne l'a peut-être pas précisé. Suffisamment dit, c'est bien effectivement de reparler de cette notion de sobriété, vous avez raison. Aziz, autre question peut-être dans la salle, sinon j'en pousserai une depuis la plateforme. On vous écoute, posez librement vos questions, vous avez compris, c'est l'état d'esprit notamment de cette concertation qui a commencé le 25 septembre et qui se poursuit encore ce soir, jusqu'au 20 décembre. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Jean-Yves Fauquereau, merci. Association Ecopol également. Je voulais savoir ce que représenterait le flux de camions qui serait indispensable, bien sûr, pour amener ces véhicules vers la métropole nantaise. Et est-ce qu'il serait pris des dispositions particulières pour l'amener de ces camions, des horaires, ou le type de camion lui-même, peut-être plus économe en consommation de carburant?
Merci beaucoup pour votre question. Une question effectivement qui s'enrichit. Elle a déjà été posée dans d'autres réunions. Vous avez tout à fait raison de la reposer et on va vous répondre. Et notamment avec cette question de mobilité, peut-être avec une forme d'hybridation, en tout cas sur sa motorisation. Est-ce qu'on peut répondre à ce monsieur sur effectivement la mobilité que ça va engendrer en termes de volume, de camions, de déplacements? On disait effectivement tout à l'heure, si cet équipement ne se fait pas, il y aura peut-être des impacts en termes de gaz à effet de serre. Et bien s'il se faisait, il semblerait qu'il y en ait aussi du côté d'Ecopol en tout cas. Encore une fois, la mutualisation permet l'évitement de CO2, de GES supplémentaires si un équipement ne se fait pas. Donc vous donnez la quantification, monsieur, j'en suis bien incapable ce soir, mais néanmoins je pense que c'est un sujet de réflexion qu'il faut avoir sur la consommation à venir, mais aussi la réflexion qu'il faut avoir sur la consommation qu'on va éviter. Moi aujourd'hui, sur le centre de tri dont je vous ai parlé du SMCNA qui a fermé en 2021, en attendant l'ouverture de notre centre de tri en 2025, il est bien évident qu'on doit trouver des exutoires pour gérer nos tris. Donc on a créé 2 quais de transfert, ce qui permet déjà de massifier à un endroit pour ensuite aller vers un autre endroit. Eh bien, ne serait-ce que ça, on sait que la consommation de CO2 elle est importante, puisque nous, nos emballages vont sur un centre de tri qui s'appelle Kerval, qui est en Côte d'Armor. Pensez bien que si je pouvais, au titre de notre syndicat, me priver de ces transports pour avoir un exutoire en proximité, nous l'aurions fait depuis longtemps. D'où la nécessité pour les 13 collectivités qui font partie de ce dispositif de société publique locale Unitri, d'aller aussi vers l'optimisation du transport par des quais de transfert qui permettent de massifier et puis d'avoir qu'un seul transport beaucoup plus important qui aille vers le centre destiné. Donc on est dans la même logique en fait par rapport au projet des autorités concédantes. C'est qu'on sait que de toute façon, oui, parce qu'il y a un lieu de barycentre qui est le lieu sur lequel on doit aller, mais on sait que si on n'a pas ce lieu d'exutoire, on va consommer de manière conséquente, vraiment très très conséquente pour aller. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui des régions qui se disent avec quasiment zéro déchet, dans l'expression, c'est parce qu'elles exportent, elles n'ont plus d'exutoire. Et donc cette notion des exutoires, elle va, sans parler du coût, je ne parle même pas du coût financier, mais du coût CO2. On a aujourd'hui des expériences sur certaines régions un petit peu plus, on va dire, sur le sud-est de la France, où forcément les exutoires, ils vont aller les trouver beaucoup plus au nord. Et donc, de fait, cette consommation de CO2, elle est présente. Mais vous avez raison sur le principe. Pour moi, c'est un bon exercice aussi de dire que la gestion de nos camions, alors c'est aussi, vous parliez des phénomènes de mobilité hybride, une volonté exprimée par toutes les collectivités aujourd'hui d'aller sur le GNV, d'aller sur l'hydrogène, d'aller sur l'électrification pour certains véhicules qui permettent aussi de passer sur du rétrofit, etc. La démarche est engagée dans beaucoup de collectivités sur ces sujets. Donc, que ce soit pour les bennes d'ordures ménagères ou les grues de tri ou les camions de transport, etc. C'est une démarche qui est engagée aussi de réduire et vraiment d'avoir une consommation de CO2 la moins importante possible. Merci Jean-Michel Buff. Peut-être dans le sillage de ces réponses, ces éléments de réponse, je voudrais qu'on donne la parole à Robin Salcroix, vice-président assainissement et politique de l'eau pour la métropole nantaise. Bonsoir mon cher Robin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour rebondir sur cette question éminemment importante de la question du trafic et derrière des impacts sur les vies quotidiennes et sur ce secteur de notre ville et de notre agglomération, c'est évidemment, comme le disait monsieur Buff, quelque chose qu'on a intégré dès le début et on va dire même à la jeunesse de ce projet qui est à la fois la rencontre entre une vision politique et des enjeux réglementaires, mais aussi quelque chose d'une réflexion très rationnelle, c'est-à-dire qu'avec ces impacts réglementaires, si nous n'avions pas ce projet de pôle d'écologie urbaine Prairie de Mauves, les alternatives, une fois additionné le nombre de kilomètres que les ordures ménagères de ces collectivités devraient faire, seraient plus importants que l'option qui est proposée aujourd'hui à nos concitoyens. Je pense que c'est important de redire que dans le cadre de la conduite de ce projet, les alternatives d'autres exutoires ont été analysées au prisme des collectivités membres de ce groupement d'autorités concédantes et ces alternatives n'étaient pas bonnes ni pour le portefeuille de nos concitoyens, ni pour
leur environnement. Donc ça, je pense qu'il faut le redire, c'est une des boussoles de ce projet. Et puis ensuite, très concrètement, effectivement, il y aura des camions et du trafic pour amener un certain nombre d'éléments et de fait les déchets, les ordures ménagères. On est sur un secteur de ville, une entrée de ville, une entrée d'agglo comme on le dit, avec un trafic qui est déjà très important. Les projections que nous avons formalisées montrent qu'avec ce pôle d'écologie urbaine, nous aurions un ajout de trafic équivalent à 0,1% de trafic supplémentaire lorsque l'on additionne les camions qui sont amenés à revenir. Donc on pourra vous redonner les chiffres en valeur absolue au-delà du pourcentage, mais je pense qu'il est toujours important de se redonner les échelles un petit peu. Et puis ensuite, il y a un sujet beaucoup plus global qu'abordait aussi Monsieur Bu sur les nécessaires transitions dans le domaine de nos flottes, etc. Et on travaille aussi à l'échelle métropolitaine sur ce projet, mais aussi sur d'autres, sur la question de la fluvialisation, notamment de nos flux logistiques, le fait de passer aussi de plus en plus par le ferré, que ce soit sur le fonctionnement d'un certain nombre d'infrastructures, mais aussi dans la construction et la conduite de nos chantiers. Il va y avoir le pôle d'écologie urbaine, mais sur l'agglomération nantaise, on a le chantier du CHU, on va avoir le chantier de la Petite Hollande, on a le chantier du pont Anne de Bretagne, et donc on intègre cette question-là pour la réduction à la fois des impacts à l'environnement, mais aussi à nos vies quotidienne, de pouvoir pousser sur le barging, la fluvialisation et aussi le passage par les voies ferrées. Donc on verra ce que répondent les différentes entreprises aux différents moments de conduite de ce pôle d'écologie urbaine, mais en tout cas on travaille aussi à les challenger sur ces enjeux avec une boussole, les intérêts de nos habitants et de leur territoire. Merci Robin Salcroix. Effectivement, vous avez raison, au-delà du comportement des citoyens, des équipements et de la puissance publique que vous incarnez, de parler de l'engagement des acteurs économiques et des entreprises sur ces sujets-là. Elles sont attendues et observées tout particulièrement. Autre question peut-être depuis la salle, avant d'en faire remonter une depuis notre plateforme et nos amis qui nous suivent en direct via le dispositif de caméra porté ce soir. Pas de questions pour le moment. J'en porte une donc depuis la plateforme et proposée par Arnaud Corlet. Bonsoir, nous dit-il. Dans cette logique de coopération, pourriez-vous nous expliquer pourquoi certains EPCI de Loire-Atlantique n'ont pas adhéré à ce projet, entre parenthèses Pays de Retz, Carène, Châteaubriand, Derval, et comment ceux-ci vont-ils alors se conformer à la réglementation? Merci. Et merci pour votre question, mon cher Arnaud. Jean-Michel ou Azilis, est-ce que... Voilà, Azilis. Très concrètement, allons-y. En fait, on a un autre équipement sur le territoire dit arc-en-ciel, et donc la Carène, par exemple, utilise cet autre équipement. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul incinérateur du département que celui de la Prairie de Mauves. Donc les territoires mentionnés ont déjà un exutoire. En complément, non, pas de complément particulier. Donc tout le monde est concerné et aura des solutions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être en rebond d'ailleurs de cette interrogation portée par ce monsieur en distanciel, ou d'autres sujets, d'autres thématiques en fonction de ce qu'on a évoqué? Oui, allons-y, profitez, évidemment. Profitons-en parce que c'est maintenant. Allons-y, on vous écoute. À nouveau, Marie-Laure Saint-Garé. Non, tout à l'heure, vous avez parlé des épandages des boues. Ces épandages-là, c'est un intrant qui est fourni gratuitement pour les agriculteurs, si je ne m'abuse. Donc c'est plutôt, enfin c'est pas tellement une contrepartie, une nuisance, ou c'est juste qu'on arrive à valoriser aussi le traitement de nos eaux usées pour en faire des intrants agricoles. Est-ce que, alors je pense pas que ça concerne directement le GAC, la question de la valorisation des déchets organiques qui, de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe, s'oriente plus vers la production de soupe, de méthanisation, plutôt que de compostage, étant donné les contraintes normatives sur la qualité du compost. Et puis le fait d'élargir les bacs d'apport volontaire à des personnes qui, pour l'instant, ne les utilisaient pas, risquent de faire perdre encore plus en qualité au niveau de ces apports-là. Est-ce que la question du dispatchage de cette soupe de méthanisation, elle va aussi s'étendre à d'autres territoires, au-delà de l'agglomération nantaise, j'en doute pas trop, mais peut-être même au-delà de la Loire-Atlantique, en sachant que derrière, il va falloir trouver des exutoires dans des méthaniseurs et du coup légal.
Allez, peut-être en réponse à la question de Madame, hein, peut-être. Oui. Il y a beaucoup de choses oui. dans votre question, donc peut-être sur les derniers éléments. Voilà, certains éléments seulement. Alors, décrire les boues comme des intrants. Enfin, en fait, tout dépend l'échelle à laquelle on prend cette question. Enfin, là, on ne parle pas seulement de ça pose quand même une vraie difficulté du point de vue de la qualité de l'eau pour les territoires concernés. Donc, on ne peut pas simplement avoir le prisme que vous adoptez là. Et si je ne m'abuse, Robin, alors je ne sais pas où ça en est, mais là aussi, on est face à une évolution réglementaire qui, demain, interdira l'épandage sur des terres agricoles de ces boues déchets. Alors, Robin Salcroix, puis vous terminerez peut-être à voilà. Mais tu m'invites à rebondir. Robin Salcroix, et après sur cette question des boues, effectivement, mais vous l'avez aussi évoqué dans votre propos. On est plutôt sur une tendance à resserrer la législation sur la présence d'un certain nombre de molécules qu'on sera en capacité de renvoyer au sol, et donc, de fait, à une limitation de notre perspective d'avoir ce débouché, en tout cas, et au moins à 100%, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est 100% épandage et compostage pour les boues issues des stations d'épuration. Et donc cette évolution réglementaire, mais aussi peut-être sociétale d'ailleurs, nous invite à réfléchir à la diversification de ces mêmes débouchés. Et donc cette question de la valorisation énergétique pour nous est devenue aussi une alternative, une boussole, un cap évidemment plus vertueux. Et de toute façon, il faut bien trouver une solution et un débouché à ces mêmes boues. Et puis après, il y a une question aussi de cohérence politique, une réalité aujourd'hui de transformation de nos modèles agricoles qui fait que dans le bio, on ne peut pas épandre ces mêmes boues. Avec l'extension du bio, le débouché et l'exutoire se réduit et donc nous incite également à pousser sur cette diversification et sur la valorisation énergétique, d'autant plus quand une collectivité comme la nôtre pousse justement à l'extension du bio. Donc ce que l'on souhaite s'appliquer à nous-mêmes, évidemment on souhaite aussi que ce soit une perspective heureuse pour les autres territoires et donc cela nous engage. C'est dans ce cadre-là qu'on avance sur cette question juste boue d'assainissement. Je suis beaucoup moins au fait sur les soupes méthanogènes. Merci Robin Salcroix pour ce complément d'information. Azilis, peut-être reprendre la main sur la question. Oui, très bien. On est quand même, là on parle comme représentant d'une collectivité. Donc on a fait effectivement un choix politique en matière de modèle agricole qui va vers ce qu'on peut appeler, plus largement que le bio, en tout cas plutôt les pratiques qui ressortent de ce qu'on appelle l'agroécologie. Et donc, c'est pas tenable de rester sur cette idée de l'épandage de nos boues. Et en plus, dans les vieux serpents de mer du conflit entre villes et campagnes en France, c'est quand même un poncif qui est séculaire. Là, aujourd'hui, cette idée des villes qui exportent leur boue, ça a très mauvaise presse. C'est presque une caricature de la relation d'une urbanité prédatrice, pieuvre sur ces campagnes environnantes. Mais fondamentalement, c'est vraiment pas le type de pratiques agricoles que l'on souhaite encourager en tant que collectivité, soucieuse de l'intérêt général. Merci Aziz Goé pour ces effectivement compléments et cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Évidemment, on profite de la présence de nos grands témoins pour les adresser. Depuis la plateforme, pas de questions qui remontent. Ce que je vous propose peut-être pour terminer, et puis vous pouvez profiter peut-être d'un pied de scène pour, si vous n'osez pas poser la question évidemment devant tout le monde et publiquement, pour adresser peut-être nos grands témoins, qu'on puisse partager la suite de cette concertation, parce que ça n'est pas fini bien sûr. Je vous parlais de la date du 20 décembre qui sera la clôture de ce dispositif. Jusque-là, encore une table ronde, et c'est la semaine prochaine, ce sera le mercredi 15 novembre, ici même d'ailleurs à la Manufacture. L'agenda est pris, on parlera des impacts bien sûr directs de ce projet. On y retrouvera peut-être d'ailleurs dans notre audience des riverains directement concernés par ces équipements. Et puis des visites et des sites, mais ça c'est terminé. Hein. Ça a été bien exploité tout ça. J'en profite avant que d'oublier un dispositif qui est mentionné ici dans ce format pour vous aider à réduire, à trier vos déchets, et des stands
stands. Les stands consacrés évidemment au pôle d'écologie urbaine. Ce sera le 15 novembre, justement, je parlais du 15 novembre, à la maison de quartier de la Bottière à Nantes. Et puis à Saint-Sébastien-sur-Loire, le 29 novembre, en après-midi également, où vous retrouverez des représentants, des acteurs de ce pôle d'écologie urbaine pour continuer de vous informer. À suivre également donc la clôture de la concertation le mercredi 20 décembre. Et puis surtout, l'adresse que je voulais mentionner, qu'on retrouve juste après, dans la slide d'après, c'est l'adresse merci de la plateforme pour continuer évidemment de trouver les réponses à l'ensemble de vos questions. Et puis surtout, eh bien, de les poser, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ce soir, à cette adresse mail, projet.écologie.urbaine@nantesmétropole.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Encore un mot, me dit-on. Oui, on a encore une question. Ah ben voilà, on me fait des grands signes en me disant voilà, on ne vous libère pas tout de suite parce que Christophe Lachaise qui nous pose cette question, vous avez évoqué la question du suivi citoyen. C'est une attente exprimée dans la concertation, au moins par les Nantais. Les habitants des autres PCI de cette future autorité concédante sont-ils autant motivés que les Nantais pour suivre ce projet et ses impacts? Jean-Michel Buff, peut-être, pour répondre à cette question et la motivation, l'intérêt des habitants des autres, évidemment, territoires que vous représentez ce soir, pour partie en tout cas. Moi, je remercie toujours les personnes qui participent à ce type de réunion, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce que malheureusement, elles ne sont pas suffisamment nombreuses, les personnes qui participent. En fait, nos concitoyens ne voient la thématique du déchet qu'en soulevant le capot du bac et en le refermant et en s'occupant très peu de ce qui se passe derrière. La seule chose qu'ils regardent, c'est la facture quand elle arrive, bien évidemment, et demandent des explications du pourquoi ça augmente. Et nous, on a beau essayer de faire le maximum de pédagogie, des explications de texte de pourquoi ça augmente, c'est toujours très difficile d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit « bah oui, mais ». Bah oui, mais. Bah le oui, mais, c'est s'intéresser à la réalité de la vie du déchet. Et de la vie du déchet, elle commence déjà par l'acte de consommation. Je me répète très souvent sur cette notion-là, mais chacun est responsable de sa propre production de déchets. Donc impliquer quelqu'un sur un projet tel que celui-ci implique de s'intéresser à sa propre production de déchets et de savoir comment on peut avoir un impact à titre individuel sur un outil collectif. Donc c'est extrêmement délicat, mais on le prend sur ce sujet-là, on pourra le prendre sur d'autres sujets, que ça concerne des énergies renouvelables, des équipements, etc. C'est comment faire en sorte, et je le dis vraiment très sincèrement, plus vous êtes dans le monde associatif, vigilant au sujet, plus vous faites des apports, plus vous faites des propositions, mieux on avance. On est encore sur cette notion de coopération, pour moi, qui n'est pas que la coopération des autorités concédantes, ni la coopération des territoires, c'est la coopération des habitants. Et pour moi, c'est extrêmement important. Moi, j'ai coutume de dire dans les actes de communication qu'on fait à l'endroit de la population, tous responsables, tous acteurs. Bon, j'ai beau le dire, ça ne remplit pas les salles forcément. Donc, on va quand même essayer, je pense, au travers de ce qu'on fait, d'avoir un suivi, bien évidemment, et d'aller vers la population, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi que la population vienne vers nous. Voilà, tous responsables, tous acteurs. C'est ce que nous étions, en tout cas, ce soir, dans cette histoire de ce pôle d'écologie urbaine qui continue de s'écrire, notamment avec vous. J'en profite également pour vous préciser que l'ensemble de cette séquence ce soir, et qui a donc été filmée, vous la retrouverez dans son intégralité sur la plateforme, évidemment, du dialogue citoyen dédié à ce projet, au même titre d'ailleurs que le compte-rendu tout à fait exhaustif proposé par Néorama, que vous retrouverez sur cette même plateforme. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Puis je voudrais qu'on applaudisse nos trois témoins, Zilis Goué, Yann Kouérouadan et Jean-Michel Buff, pour leur présence et leur participation. Merci, excellente soirée à vous et à très bientôt le mercredi 15 novembre pour notre prochaine table ronde sur les impacts. À très bientôt.